Tu mangeras ce que le chien ne finit pas. Un rire résonna doucement autour de la table, mais ce n'était pas le genre de rire qui réchauffe une pièce. Il était cassant, tranchant, de ceux qui coupent. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. L'espace d'un battement de cœur, les mots restèrent suspendus dans l'air, scintillant comme la chaleur sur l'asphalte. Je regardai ma belle-fille, Lorraine. Son sourire crispé et ses yeux brillants de la satisfaction de quelqu'un qui pensait avoir trouvé la blague parfaite. Elle découpait son steak, épais, juteux, persillé, juste comme il faut. Le genre de steak que j'avais acheté des dizaines de fois pour cette famille. La famille que j'avais aidé à maintenir à flot lorsque Daniel avait perdu son emploi. La famille dont j'avais élevé les enfants pour qu'ils puissent travailler tard. La famille pour qui je n'avais été rien de moins qu'un filet de sécurité ambulant pendant plus de 10 ans. Mais maintenant, à 73 ans, j'étais apparemment apte à manger un morceau, pas plus que les restes du chien de la famille. Plus jeune, j'aurais peut-être ri, faisant comme si la piqûre n'était pas réelle, ou peut-être souri poliment, avalant le troupeau avec des pommes de terre rôties froides. Mais ce soir-là, quelque chose en moi refusait. Le commentaire ne tomba pas comme ça. Il s'enracina comme une épine dans un tissu. Je sentis le feu me monter aux joues, non pas de honte, mais de lucidité. J'avais passé des années à digérer ces petites insultes, me disant qu'elles ne méritaient pas une scène. Et chaque fois, la pile de mots ravalés s'alourdissait. Ce soir, pensai-je en posant ma fourchette avec précaution. Il est peut-être temps que j'arrête d'avaler quoi que ce soit, morceau ou insulte. Je ne dis pas un mot. Au lieu de cela, j'ai tendu la main par-dessus la table, la main ferme, et j'ai pris la moitié intacte du steak de Lorraine directement dans son assiette. Ses yeux se sont écarquillés, son couteau toujours en l'air. Daniel s'est figé à côté d'elle, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Sans la quitter des yeux, je me suis levée, me suis dirigée vers le coin où Max, leur golden retriever, était recroquevillé sur son lit, et j'ai déposé délicatement le steak dans son bol. Max m'a regardé avec une joyeuse confusion, a reniflé la viande et a commencé à manger avec un enthousiasme bruyant et humide qui a rempli le silence soudain. Quand je suis retournée à ma place, l'air était suffisamment épais pour couper avec le couteau que Lorraine tenait encore. Eh bien, ai-je dit calmement en tendant la main vers mon eau. Je suppose que maintenant nous allons tous les deux découvrir combien le chien me laisse. Un rire étouffé s'est échappé de l'autre bout de la table. Ma petite fille Claire, elle, s'est rapidement couverte la bouche, mais pas avant que je ne surprenne l'étincelle d'admiration. Dans ses yeux, le visage de Lorraine s'est teinté d'un rouge cramoisi profond. C'était une blague, a-t-elle parvenue à dire d'une voix cassante. Je sais, ai-je répondu d'un ton neutre en coupant ma propre pomme de terre. La mienne aussi. Personne ne parla pendant le reste du repas. Seul le grincement des couverts et la mastication joyeuse de Max emplirent la pièce. Mais sous la table, le pied de Claire trouva le mien, l'exerçant d'une pression très légère et délibérée. Et dans ce moment de silence, j'ai su qu'elle comprenait parfaitement ce qui venait de changer. Je me suis lavé les mains lentement après le dîner, laissant l'eau chaude couler sur mes articulations. De la fenêtre de la cuisine, je voyais Daniel charger la vaisselle dans le lave-vaisselle tandis que Lorraine l'essuyait d'un geste saccadé et irrité. Ils ne se parlaient pas. Pas vraiment, mais leur silence était chargé, comme si mon petit geste à table avait été un tremblement de terre auquel aucun d'eux ne s'était préparé. Je me séchai les mains, accrochai soigneusement la serviette à son crochet et me rassis à la table où ma tasse de café m'attendait toujours. Je n'étais pas pressé de partir. Pas encore. Qu'ils ressentent le poids de ma présence, comme j'avais ressenti le poids de la leur toutes ces années. Sauf que la mienne était lourde d'obligations, la leur d'un jugement serein. En remuant le café, je laissai mon esprit vagabonder. Il fut un temps où cette cuisine, leur cuisine, me semblait être une extension de la mienne.
Un temps où j'arrivais à l'aube pour préparer le petit déjeuner des enfants afin que Daniel et Lorraine puissent faire la grasse matinée après leurs heures de travail tardives. Quand je dépensais ma propre retraite en uniforme scolaire, cours de piano, soins orthodontiques et vacances, je n'étais même pas invitée à me joindre à eux. À l'époque, je ne voyais pas cela comme un sacrifice. Je le voyais comme de l'amour, le devoir naturel d'une mère et d'une grand-mère. Après tout, Daniel était mon enfant unique. Je l'avais élevé seul après la mort de son père d'une crise cardiaque, alors qu'il était encore au lycée. Chaque victoire qu'il avait remportée me semblait aussi la mienne. Chaque fardeau que je portais sur mes épaules, sans la moindre hésitation. Lorsqu'il a épousé Lorraine, je me suis dit qu'elle avait simplement besoin de temps pour s'attacher à moi. Elle était plus jeune, ambitieuse, avec une aisance qui pouvait être charmante si on ne se mettait pas en danger. Au début, elle semblait reconnaissante pour l'acompte que je leur avais versé pour leur première maison, pour les week-ends que je passais à garder Claire et le petit Thomas pour qu'ils puissent voyager, pour les courses quand l'argent était serré. Mais la gratitude est une chose fragile. Au fil des ans, elle s'est transformée en attente. Les remerciements ont cessé. Les demandes sont devenues des instructions. Et les instructions sont devenues des suppositions. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai vraiment ressenti ce changement. C'était le Noël où je leur ai acheté une nouvelle machine à laver et un nouveau sèche-linge après que les leurs soit tombé en panne. Lorraine avait ouvert la carte. Lu le mot et dit « Bien. » On en avait besoin. Pas de câlin, pas de sourire, juste ces 4 mots brefs avant de passer au cadeau suivant. Je me suis dit que je ne devais pas m'en soucier. Après tout, il ne s'agit pas de remercier. Il s'agit d'aider la famille. Mais maintenant, assise dans leur salle à manger, avec l'écho de son commentaire sur les crottes de chien qui résonnait encore dans mes oreilles, je me suis demandé si j'avais commis une terrible erreur en laissant passer ces moments sans les interrompre. Claire est apparue dans l'embrasure de la porte, les cheveux dénoués, vêtue du sweatshirt trop grand que je lui avais acheté l'hiver dernier. Elle m'a adressé un sourire rapide, presque complice, et s'est glissée à côté de moi. « Grand-mère », a-t-elle murmuré dans un murmure que moi seule pouvais entendre. « C'est la meilleure chose que je t'ai jamais vue faire. » J'ai haussé un sourcil en sirotant mon café. « Nourrir le chien », a-t-elle souri. « Donner son dîner au chien ?» Tu aurais dû voir son visage. Sa voix était étouffée. Mais il y avait une étincelle dans ses yeux, quelque chose qui me disait qu'elle comprenait exactement ce que signifiait ce moment, même si les autres prétendaient le contraire. « Parfois, dis-je lentement, il faut parler une langue que les gens comprennent. » Le sourire de Claire s'estompa pour laisser place à quelque chose de plus doux. « Il ne devrait pas te parler comme ça. » Ces paroles me réconfortèrent, mais elles me blessèrent aussi profondément, car Claire avait 17 ans. Encore assez jeune pour voir clairement l'injustice, mais assez âgée pour la reconnaître lorsqu'elle faisait partie intégrante du quotidien. Et elle avait raison. Il ne devrait pas me parler comme ça. Il ne devrait pas me traiter comme ça. La voix de Lorraine me parvint de la cuisine. « Daniel, ta mère est toujours là ?» Le ton était assez poli, mais le ton sous-jacent était indéniable. Une légère poussée vers la porte. Je posai mon café. En bas. « Bon, je devrais y aller, » dis-je à Claire. Même si aucun de nous ne bougea immédiatement. Elle passa une nouvelle main sous la table et me serra rapidement la main avant de se lever. Dans le couloir, je récupérai mon manteau sur le porte-manteau. Daniel m'accompagna jusqu'à la porte, le sourire figé. « Merci d'être venue, maman », dit-il comme si nous venions de passer une agréable soirée. Je le regardai. Longtemps. Mon fils, le garçon que j'avais porté autrefois sur ma hanche. Maintenant un homme avec de fines rides autour des yeux. Et une méfiance dans la voix que je n'arrivais plus à percer. « Bonne nuit, Daniel », dis-je simplement en sortant dans l'air frais du soir. Le vent tirait sur mon écharpe tandis que je marchais vers ma voiture. Dans le silence de la rue, l'absurdité de tout cela me frappa. Des années de dons, des années de soumission, et tout s'était réduit à ça. Un enjeu, un chien et une ligne que je n'avais pas réalisé que j'attendais de franchir. En me glissant derrière le volant, je n'éprouvais aucun regret, seulement la certitude grandissante que ce ne serait pas un acte de défi isolé. Ce soir-là n'avait été que le premier pas. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais curieux, presque impatient de voir ce qui se passerait quand j'arrêterais de jouer selon leurs règles. Le lendemain après-midi,
Claire s'est présentée à ma porte sans prévenir. Elle était toujours en tenue d'école, jupe à carreaux, blazer à moitié boutonné, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval décoiffée. J'ai dit à maman que j'allais étudier chez Mia, dit-elle en entrant avant que je puisse répondre. J'avais besoin de te voir. J'ai pris son manteau, je l'ai accroché à la patère et j'ai fait un geste vers la cuisine. Du thé? Elle hocha la tête et me suivit. J'ai repensé à ce qui s'est passé hier soir, dit-elle tandis que je remplissais la bouilloire. C'était incroyable, mais ça m'a aussi fait réaliser tout ce que tu as enduré. J'ai posé 2 tasses sur la table pour essayer de cacher mon sourire. Tu as réfléchi, n'est-ce pas? Oui. Elle se pencha en avant, les coudes sur la table. Grand-mère, ils ne t'apprécient pas. Ils se servent de toi, et ce n'est pas juste. Enfin, je le savais avant, mais hier soir, c'était tellement évident. La façon dont maman te regardait. Sa voix s'éteignit, secouant la tête. Ces mots pesaient lourd entre nous. J'avais eu ces mêmes pensées d'innombrables fois au fil des ans, mais les entendre de sa bouche était différent. C'était comme si on me tendait un miroir et que je réalisais que mon reflet avait l'air plus fatigué que je ne me le permettais. J'ai laissé faire, dis-je doucement. Depuis longtemps, mais tu n'as plus à le faire. Les yeux de Claire ont scruté les miens. Tu n'es pas coincé. Tu pourrais. Elle hésita, l'air presque coupable. Tu pourrais arrêter de les aider autant. Ils ne te traiteraient pas comme ça s'ils savaient que tu peux simplement t'en aller. J'ai ri doucement, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de sa conviction. Ce n'est pas si facile, Claire. Quand on a passé des années à être celle qui intervient, c'est difficile de revenir en arrière. Elle se rassit sur sa chaise, les bras croisés. C'est peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible. Tu es là pour eux depuis toujours. Qui a été là pour toi? Sa question atterrit comme un caillou dans une mare, se propageant vers l'extérieur. Qui avait été là pour moi? Pas Daniel. Pas de manière vraiment affective. Pas Lorraine. Pas même Thomas, bien qu'il soit encore assez jeune pour être dispensé d'une telle responsabilité. Je suppose, dis-je lentement. La réponse est toi. Claire sourit faiblement. Alors il est peut-être temps que tu commences à penser à toi. Parce qu'ils ne le feront pas. La bouilloire siffla et je versai l'eau dans nos tasses. Je regardais la vapeur s'élever en volute, disparaissant dans l'air. Comme tant d'années que j'avais passées dans cette maison, disparaissant sans qu'on la reconnaisse. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus de ses cours, de ses projets après l'obtention de son diplôme, du petit boulot qu'elle espérait décrocher à la librairie du coin. Mais le ton de la conversation ne changea jamais. Elle s'inquiétait pour moi, et peut-être que pour la première fois, j'étais prêt à admettre que je devais aussi m'inquiéter pour moi. Quand elle se leva enfin pour partir, elle me serra plus fort que d'habitude. « Tu es plus forte que tu ne le penses, grand-mère », me dit-elle contre mon épaule. Après son départ, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment, ces mots résonnant dans ma tête. Plus fort que je ne le pensais. Il était peut-être temps de découvrir si elle avait raison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, l'obscurité me pesant, mon esprit repassant sans fin les moments que j'avais laissés filer. Lorraine me disant que mon pull était trop vieux pour la photo de famille de Noël. Daniel me demandant juste un petit prêt et n'en reparlant plus jamais. Les anniversaires où les enfants ouvraient mes cadeaux et les jetaient sans un regard. Je m'étais toujours dit que ça ne me dérangeait pas, que c'était normal, que la famille ne compte pas les points. Mais, allongée là, sous le clair de lune qui se déversait sur le plafond de ma chambre, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de compter les points. C'était une question de respect. Et quelque part, en chemin, le mien avait été discrètement pris. De moi. J'ai repensé à ce que Claire avait dit. Ils ne penseront pas à toi. Elle avait raison. Quand Georges est mort, j'avais comblé le vide par mes occupations. J'avais consacré mon temps, mon argent et mon énergie à la famille de Daniel, car je ne savais pas quoi faire d'autre de tout cet amour et de tout ce qui devait être utile. Et peut-être avais-je peur. Peur que si je ne me rendais pas indispensable, je me fondrais dans le décor. Une autre veuve solitaire pour qui personne n'avait de temps. Mais maintenant, après toutes ces années, je pouvais voir la vérité. Je ne m'étais pas rendu indispensable. Je m'étais rendu invisible, sauf quand il voulait quelque chose. Je suis sortie du lit, j'ai enfilé mon peignoir et je suis allée dans la cuisine. L'horloge murale indiquait 2h14. J'ai mis la bouilloire en marche, même si je n'avais pas vraiment envie de thé. J'avais juste besoin de m'occuper. Mes mains.
J'ai ouvert le tiroir où je rangeais mes papiers importants, relevés bancaires, documents d'assurance, actes de propriété de ma maison. Les dossiers étaient bien rangés, étiquetés. Chaque chose à sa place. Mon regard s'est posé sur le petit dossier bleu intitulé « Aide familiale ». Il était plus épais que les autres. Je l'ai sorti, je me suis assis à la table et j'ai commencé à le feuilleter. Tout était là, écrit. Noir sur blanc, le prêt de 15 000 $ pour la voiture de Daniel, les 8 000 $ pour le cours de commerce de Lorraine, des milliers pour les colonies de vacances, les frais de scolarité, les nouveaux appareils électroménagers, les urgences liées aux vacances. Ligne après ligne, année après année, chacune était un morceau de moi que j'avais donné sans hésitation. J'ai regardé les totaux. Le nombre était plus élevé que ce que je m'étais jamais permis de calculer auparavant. Au moment où la bouilloire sifflait, j'avais déjà pris ma décision. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était même pas une question de à propos du bûcher. Il s'agissait de stopper la lente érosion de ma dignité. Et cela signifiait une chose, je devais reprendre le contrôle de mon argent, de mon temps et de ma place dans cette famille. Je me suis servi une tasse de thé, mais je ne l'ai pas bu. Je suis restée assise là, au calme, les mains serrées autour de la tasse chaude, et j'ai commencé à planifier. Demain, je commencerai par la banque. La lumière du soleil matinal était plus vive que d'habitude, perçant les rideaux de la cuisine comme si elle avait quelque chose à prouver. J'avais à peine dormi, mais j'étais plus réveillée que je ne l'avais été depuis des mois. Je me suis habillée avec soin. Un pantalon bleu marine, un chemisier impeccable, les chaussures en cuir confortable que j'avais portées à la fête de départ à la retraite de Georges des années auparavant, des vêtements qui me donnaient une sensation de stabilité. J'ai pris un petit déjeuner léger, non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de ce rituel. À 9 heures précises, je suis entrée dans l'agence bancaire du centre-ville. Je l'utilisais depuis la naissance de Daniel. C'était le même compte que Georges et moi avions ouvert pour notre premier compte joint, où nous déposions nos salaires et retirions de l'argent pour les vacances en famille. Mais cette fois, j'étais entièrement à mon compte. Un jeune homme en costume m'a accueilli à la porte. « Bonjour, Madame Laurence. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » « J'aimerais parler à un conseiller financier, » ai-je dit. Ma voix était calme, presque trop calme. Il s'agit de mes comptes. Quelques minutes plus tard, j'étais assis dans un bureau privé, en face d'une femme d'une quarantaine d'années, Valérie, dont le chignon soigné et le sourire poli me suggéraient qu'elle avait vu toutes sortes de demandes, mais peut-être pas tout à fait celle-ci. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, les mains posées sur son clavier. « Je veux annuler tous les virements automatiques sur le compte de mon fils Daniel, » dis-je. « Et je veux révoquer son accès conjoint à mes économies. » Ses doigts hésitaient sur les touches. « Tous les virements. » Oui, chacun d'eux. Et je veux que cet accès soit supprimé aujourd'hui, si possible. Valérie cligna des yeux, mais ne me posa pas de questions. Je peux certainement vous aider. Il y aura des formulaires à signer, et je devrais vérifier quels comptes ont des autorisations liées. J'ouvris mon sac et sortis le dossier bleu que j'avais étudié hier soir. Je les ai tous listés pour vous, dis-je en faisant glisser le papier sur le bureau. Et il n'y a aucune exception. Tandis que Valérie parcourait la liste, j'ai ressenti une étrange sensation. Ni de la culpabilité, ni même de la colère, mais une sorte de soulagement, comme si je posais un sac que je portais depuis si longtemps que j'en avais oublié le poids. Ce sont des sommes importantes, a-t-elle remarqué en parcourant la page. Certaines mensuelles, d'autres trimestrielles. Êtes-vous certaine de vouloir tout arrêter d'un coup ? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie, ai-je dit. Nous avons examiné chaque compte un par un. Aide au prêt immobilier, frais de scolarité, assurance auto, solde de carte de crédit. J'ai paraphé et signé là où c'était nécessaire, l'encre noire projetée sur le papier. Lorsque nous avons terminé, Valérie a imprimé des copies de confirmation que je pouvais conserver. Tous les accès liés ont été supprimés, a-t-elle dit. Les virements sont annulés. Il y a peut-être 1 ou 2 paiements déjà en cours de traitement, mais plus rien ne sera effectué après aujourd'hui. J'ai remis les papiers dans mon dossier, puis je les regardai dans les yeux. Merci. J'aimerais aussi ouvrir un nouveau compte, un compte fiduciaire au nom de ma petite fille Claire. J'en serai le fiduciaire jusqu'à ses 25 ans. Cette fois, le sourire de Valérie semblait plus chaleureux. Bien sûr, c'est une excellente idée. Nous avons passé les 30 minutes suivantes à créer le compte,
à l'organiser de manière à ce que les fonds soient protégés de toute réclamation extérieure, y compris de la famille. J'ai transféré une somme considérable, largement suffisante pour couvrir les études de Claire et lui offrir un bon départ dans la vie. En sortant, je me sentais plus légère, même si le soleil n'était pas plus doux. J'ai réalisé que c'était la première décision financière que je prenais depuis des années qui concernait entièrement moi ou quelqu'un que je voulais vraiment aider, sans obligation ni condition. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Le nom de Daniel s'afficha à l'écran. Je laissai sonner jusqu'à ce que je tombe sur la messagerie. 1 minute plus tard, la sonnerie retentit à nouveau. Cette fois, un SMS. Maman, la banque dit qu'il y a un problème avec les virements. Appelle-moi dès que possible. Je remis le téléphone dans mon sac et continuai à marcher vers l'arrêt de bus. Laisse-le se débrouiller. Ce matin, j'avais récupéré quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Et je n'allais pas le donner à nouveau. De la banque, je me dirigeai directement vers le bureau de Peter Henley, l'avocat qui s'occupait de mon testament depuis 15 ans. La plaque en laiton sur la porte était la même que d'habitude, mais je me sentis différente en tendant la main vers la poignée. Peter me salua chaleureusement, ses cheveux blonds dorés désormais méchés d'argent. « Marianne, dit-il en me prenant la main. Ça fait trop longtemps. Comment vas-tu? Je vais mieux, ai-je admis, mais je vais aller encore mieux. Il a haussé un sourcil et m'a fait signe de m'asseoir. On dirait qu'on a des choses à dire. Je pose mon dossier sur son bureau. Je veux apporter des modifications à mon testament, des modifications importantes, et j'aimerais établir une fiducie entre vifs pour ma petite fille Claire. Peter se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés. Bon, commençons par le testament. Que as-tu en tête? Daniel et sa femme ne seront plus mes principaux bénéficiaires. Ai-je dit clairement? Claire héritera de la majeure partie de ma succession, et la fiducie lui garantira un droit de visite lorsqu'elle sera suffisamment responsable pour la gérer. Peter m'a observé un instant. Puis-je demander ce qui a motivé ce changement? Ils m'ont montré à quel point ils m'apprécient, ai-je répondu. Et ce n'est pas pour qui je suis, mais pour ce que je peux leur donner. Il n'insista pas davantage, se contentant d'acquiescer d'un hochement de tête, avec cette attitude mesurée que les bons avocats adoptent lorsqu'ils savent que la décision de leur client est prise. Nous devrons modifier le testament et établir les documents fiduciaires. La fiducie protégera les biens contre les réclamations, même de la part des membres de la famille, et vous permettra de contrôler les distributions de votre vivant. C'est exactement ce que je veux, dis-je. Pendant l'heure qui suivit, nous passâmes en revue mes biens, mes placements et la maison. Peter suggéra une formulation qui clarifierait mes intentions. Sans faille, sans ambiguïté. Il recommanda également de nommer un fiduciaire secondaire au cas où il m'arriverait quelque chose avant que Claire n'atteigne l'âge requis. J'ai choisi ma plus vieille amie, Janet, sans hésitation. Janet me connaissait depuis que nous étions toutes les deux jeunes mères vivant dans le même immeuble. Elle m'avait vue sous mon meilleur jour comme sous mon pire jour, et surtout, elle n'avait jamais tenté de profiter de moi. Lorsque les brouillons furent prêts, Peter les fit glisser sur le bureau. J'ai lu attentivement chaque ligne avant de signer, ma signature étant plus fluide que prévu. « Marianne, dit-il en rassemblant les papiers, je suis dans ce métier depuis longtemps. J'ai vu des familles se déchirer pour bien moins. Êtes-vous prête pour les conséquences? » Je croisai son regard. Je vis avec ces conséquences depuis des années, Peter. Je ne les appelais simplement pas par leur nom. Il sourit faiblement. Peut-être avec une pointe de fierté. Ensuite, tout sera finalisé d'ici une semaine. Vous aurez des copies certifiées conformes pour vos archives, et je conserverai les originaux. Je le remerciai et retournai sous le soleil de midi, la ville bourdonnant autour de moi. C'était étrange. Je n'avais pas réalisé l'espace que ces ressentiments inexprimés avaient pris en moi jusqu'à ce que je commence à les évacuer. Mon téléphone vibra de nouveau dans mon sac. Cette fois, c'était une série de messages de Daniel. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi les virements sont-ils bloqués? L'hypothèque arrive à échéance prochainement. Semaine. Il faut qu'on parle. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allée au café le plus proche, j'ai commandé un sandwich et un café, et je me suis assise près de la fenêtre d'où je pouvais regarder les gens passer. Je me suis laissée aller au simple fait d'acheter mon déjeuner sans vérifier s'il en restait assez pour couvrir la demande de quelqu'un d'autre. Pour une fois, l'argent sur mon compte et les choix qu'il représentait m'appartenaient entièrement. Je ne savais pas exactement comment Daniel et Lorraine réagiraient lorsqu'ils comprendraient que ces changements n'étaient pas temporaires, mais je savais une chose, je ne reculerai pas.
Pas cette fois. Quand je suis rentrée à la maison, le répondeur clignotait comme un voyant. J'ai failli rire. Je n'avais pas vu ce petit flash rouge s'allumer autant de fois depuis que Claire était bébé. Et Daniel appelait tous les soirs de la fac pour demander un peu d'aide pour payer le loyer. J'ai appuyé sur lecture. Maman, c'est Daniel. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais la banque dit que tu as annulé les virements. C'est sûrement une erreur. Rappelle-moi. Bip. Maman, c'est encore moi. Lorraine est furieuse. Le prêt immobilier arrive. Et écoute, peux-tu juste m'appeler? Il faut régler ça avant que ça ne devienne un gros problème. Bip. Marianne. La voix de Lorraine cette fois, tendue et secte. Je pense qu'on devrait tous avoir une conversation calme et adulte sur ce qui te préoccupe. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. Rappelle-moi, s'il te plaît. Pip. Je les ai tous effacés sans écouter le reste. Je n'étais pas prête. Ni pour des explications, ni pour des disputes. Et certainement pas pour le ton que Lorraine utilisait lorsqu'elle essayait d'embellir ses exigences avec politesse. L'appel suivant est arrivé juste après que je me sois assise avec un livre. J'ai vu le nom de Daniel apparaître sur l'écran et j'ai laissé sonner. Il a appelé encore et encore. Puis Lorraine. Au 6e appel, j'ai mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai posé face contre terre sur la table basse. C'était étrange de les ignorer. Pendant des années, leurs appels, que ce soit pour prendre de mes nouvelles ou pour demander quelque chose, m'avaient semblé être des obligations que je ne pouvais refuser. Un réflexe de décrocher, de dire oui, de réorganiser ma journée pour répondre à leurs besoins. Mais maintenant, l'espace entre les sonneries me semblait comme un répit dont je ne savais pas qu'il me manquait. Vers 19 heures, le téléphone a vibré avec un SMS de Claire. Grand-mère, maman et papa sont en train de perdre la boule. Que s'est-il passé? Ils ne veulent rien me dire, sauf que tu as fait quelque chose de grave. Tu vas bien? J'ai regardé le message un moment avant de répondre. Je vais bien, ma chérie. Je t'expliquerai bientôt. Pour l'instant, ne te laisse pas entraîner dans leurs histoires. Concentre-toi sur tes devoirs. En quelques secondes, elle a répondu. D'accord, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je t'aime. C'est le seul message qui m'a fait sourire ce jour-là. Le lendemain matin, j'ai trouvé la voiture de Lorraine garée devant chez moi. Elle était assise au volant, tapotant sur son téléphone, ses lunettes de soleil cachant son expression. J'ai pensé faire semblant d'être absente. Mais j'ai finalement décidé que je ne m'en souciais pas suffisamment pour me cacher. Quand je suis sortie chercher le courrier, elle a baissé sa vitre. Marianne, a-t-elle dit d'une voix douce à me faire mal aux dents. Il faut qu'on parle, ai-je demandé en triant les enveloppes. De la banque, des paiements, de tout. Je suis sûre que ce n'est qu'un malentendu. Daniel dit que tu es contrarié ces derniers temps. Si quelque chose te tracasse, on peut arranger ça. Mais nous couper la parole sans un mot, ce n'est pas juste. Je la regardais par-dessus la facture d'électricité que je tenais. Lorraine, j'ai été plus que juste pendant des années. Ses lèvres se pincèrent. Tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. J'ai failli rire. C'est drôle. Je pensais la même chose de toi. Ses lunettes de soleil s'inclinèrent légèrement, comme si elle me scrutait pour voir si j'avais des fissures. Daniel est très stressé en ce moment. L'hypothèque. L'hypothèque. Je l'ai interrompue, c'est la tienne. Tout comme les voitures, les vacances et les dîners au restaurant. J'en ai assez de financer ton style de vie. Elle ouvrit la bouche comme pour protester, mais je m'étais déjà tournée vers ma porte d'entrée. J'ai des choses à faire, dis-je par-dessus mon épaule. Conduis prudemment. Je fermai la porte avant qu'elle ne puisse répondre. Pendant un long moment, je m'appuyai contre elle, écoutant le tic-tac discret de l'horloge dans le couloir. Mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre, mais ce n'était pas de peur. C'était de l'excitation. De dire enfin non et de le penser. Par la vitre avant, je regardais la voiture de Lorraine s'attarder une minute de plus avant de démarrer. Le téléphone sonnerait à nouveau, les SMS continueraient d'affluer et, tôt ou tard, Daniel lui-même débarquerait. Mais quand il le ferait, je serais prête. Parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sur la défensive. J'étais sur mon propre terrain. Daniel n'a pas attendu longtemps pour agir. C'était samedi en fin de matinée, et je venais de terminer de ranger la cuisine quand j'ai entendu le crissement des pneus dans mon allée.
J'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux. Le SUV de Daniel. Il était seul. C'était déjà inhabituel. Lorraine préférait participer à toute discussion importante, surtout si elle concernait l'argent. Il n'a pas pris la peine de frapper doucement. 3 coups secs ont fait trembler la porte, suivi de sa voix. « Maman, c'est moi. Il faut qu'on parle. » J'ai pris mon temps, marchant vers la porte comme si je n'étais pas déjà là. Quand je l'ai ouverte, il était là, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, son expression mêlant irritation et inquiétude forcée. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. « Tu peux, dis-je en m'écartant. Que tu le fasses ou non, c'est une autre affaire. » Il fronça les sourcils, mais entra en jetant des coups d'œil autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que l'endroit soit différent, comme si le couper financièrement allait redécorer mon salon. « D'accord, » commença-t-il en se laissant tomber dans le fauteuil sans y être invité. « Qu'est-ce qui se passe ? La banque dit que tu as annulé tous les virements. Notre remboursement hypothécaire a été refusé hier. J'ai dû déplacer de l'argent pour le couvrir. Alors, je suppose que c'est une bonne chose que tu aies de l'argent à déplacer, dis-je en m'installant sur le canapé. Il expira brusquement. Maman, allez. Si quelque chose t'avait contrarié, tu aurais pu me le dire. Ce coup drastique n'aide personne. Il m'aide, dis-je d'un ton neutre. Il m'aide à me rappeler que je ne suis ni ton filet de sécurité, ni ton fonds d'urgence, ni ton distributeur automatique. Sa mâchoire se serra. C'est à propos de l'autre soir, n'est-ce pas? Le commentaire de Lorraine. Elle plaisantait, maman. J'ai laissé échapper un petit rire. Si ce n'était qu'une nuit. Daniel, tu aurais peut-être raison. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des années à être traité comme si ma valeur ne se mesurait qu'à ce que je peux te donner. Des années de manque de respect. Certains subtils, d'autres non. Ce dîner a été tout simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il se tortilla. Mal à l'aise sur la chaise. Tu exagères tout. Nous avons toujours apprécié ce que tu as fait pour nous. Et toi? Demandai-je en me penchant. En avant. Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois? Juste pour prendre de mes nouvelles? Pas parce que tu avais besoin de quelque chose, pas parce qu'un paiement était dû, juste parce que tu tenais à moi. Il ouvrit la bouche, puis la referma. J'ai observé une lueur de défensive sur son visage, suivie de l'expression révélatrice de quelqu'un qui cherche une réponse sûre et qui n'en trouve pas. Je ne dis pas que nous avons été parfaits, a-t-il finalement dit. Mais une famille est censée s'entraider. Tu me l'as appris. Et je suis toujours prête à aider quand c'est nécessaire, ai-je dit. Mais être nécessaire ne signifie pas te tirer d'affaire tous les mois parce que tu ne peux pas vivre selon tes moyens. Cela ne signifie pas payer pour du luxe alors qu'on me dit d'être plus économe avec mes propres besoins. Il s'est frotté le visage des 2 mains. Ça va nous mettre dans une situation difficile, maman. Nous avons des obligations. Moi aussi, ai-je interrompu. Des obligations envers moi-même, envers ma tranquillité d'esprit. J'ai passé des années à faire passer les tiennes avant les miennes. C'est terminé. La pièce devint silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Daniel m'a regardé un long moment, hésitant entre pousser plus fort et reculer. Finalement, il s'est levé brusquement. Je pense que tu fais une erreur, mais je suppose que c'est à toi de choisir. Tu as raison. Je l'ai dit. Il s'est dirigé vers la porte sans un mot. Je l'ai suivi jusqu'au seuil, le regardant monter dans le SUV. Il n'a pas regardé en arrière avant de sortir de l'allée en marche arrière. J'ai fermé la portière et je me suis appuyé contre elle un instant, non pas parce que j'étais secouée, même si mes mains tremblaient légèrement, mais parce que je savais que ce ne serait pas la dernière confrontation. Lorraine allait réessayer. Daniel aussi. Il testerait les limites que je venais de tracer, à la recherche de la moindre faiblesse. Mais ils allaient trouver une autre Marianne. Une qui savait exactement où étaient ses limites, une qui n'avait aucune intention de les déplacer à nouveau. Le dimanche matin arriva avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas d'appels matinaux, pas de demandes urgentes, pas de rappel de factures à payer. J'ai préparé du café, nourri les oiseaux du jardin et me suis assise près de la fenêtre de la cuisine comme si rien au monde ne me pressait d'obtenir une réponse. Le moment dura jusqu'en milieu d'après-midi, lorsque l'inévitable coup à la porte retentit. Cette fois, ce n'était pas Daniel.
Lorraine se tenait sur mon porche, vêtue d'un manteau sur mesure, les cheveux parfaitement lisses, un foulard rouge vif noué autour du cou. Elle avait l'expression de quelqu'un qui avait répété son texte pendant le trajet. « Marianne, dit-elle d'une voix douce. J'espère ne pas vous déranger. »« Si, répondis-je. Mais vous feriez mieux d'entrer. » Ses talons claquèrent sur mon parquet lorsqu'elle entra, jetant un coup d'œil circulaire dans la pièce, comme si elle cherchait la poussière. Elle ne s'assit pas avant moi, puis croisa les jambes, se penchant en avant avec une chaleur bienveillante. « Je suis là parce que je pense qu'on peut tirer tout ça au clair, » commença-t-elle. « Il n'y a pas de quoi être tendu entre nous. Daniel me dit que tu te sens sous-estimé. »« C'est une façon de dire les choses, » dis-je en joignant les mains sur mes genoux. Elle laissa échapper un petit rire, comme pour détendre l'atmosphère. Les familles ont des malentendus. Nous avons tous été stressés et, parfois, les mots sont mal prononcés. À propos de l'autre soir, j'ai levé la main. Lorraine, les excuses ne m'intéressent pas. Ce que tu as dit était délibéré, mais il ne s'agit pas d'un seul commentaire. Il s'agit de ces années où tu m'as traité comme si ma seule valeur résidait dans mon portefeuille ou mon agenda. Son sourire vacilla, mais elle se reprit. Vite. Tu as toujours été généreuse, Marianne. Nous n'avons jamais tenu cela pour acquis. Si, tu l'as été, dis-je. Sans détour. Elle cligna des yeux, surprise par cette franchise. J'ai payé ton prêt immobilier. Quand les heures de travail de Daniel ont été réduites. J'ai payé les vacances, les voitures, les frais d'école privée, les frais professionnels, tout cela sans me plaindre. Et pas une seule fois au cours des 5 dernières années, tu ne m'as invité chez toi. Sans rien attendre en retour. Pas une seule fois, tu ne m'as demandé comment j'allais sans que cela ne débouche sur une demande. Lorraine remua sur sa chaise. Nous apprécions tout ce que tu as fait. Et toi? Je me penchai légèrement en avant. Parce que la reconnaissance ne ressemble pas à me dire que je mangerai tout ce que le chien l'est. Cela ne ressemble pas à m'exclure des vacances que j'ai payées. Et cela ne ressemble pas à du respect. Pour la première fois depuis son arrivée, le sang-froid de Lorraine se brisa. Une légère rougeur lui monta au cou. D'accord, dit-elle, la voix serrée. Peut-être avons-nous été négligents, mais nous couper complètement, c'est punir tout le monde. Pour 1 ou 2 mauvais moments. Je me suis assis. D'un ton calme. Ce n'est pas une punition. Ce sont des limites. Tu as vécu sans elle pendant trop longtemps, et moi, je vis sans elle depuis encore plus longtemps. C'est fini. Ses lèvres se pincèrent. Daniel s'inquiète pour le prêt immobilier. Le remboursement de la voiture. Nous avons des obligations. Moi aussi, dis-je en répétant les mots que j'avais dit à Daniel. Des obligations envers moi-même, et je les honore enfin. Nous sommes restés assis en silence un moment, le tic-tac de l'horloge. Dans le couloir emplissant l'espace. Lorraine décroisa et recroisa les jambes. Consciente clairement que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Réfléchis Y, dit-elle enfin en se levant. Ne prends pas de décision irrévocable. Je me levai aussi et l'accompagnai jusqu'à la porte. Je l'ai déjà fait. Elle s'arrêta sur le seuil, comme si espérant un changement d'avis à la dernière seconde. Je ne lui en ai pas laissé. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, je ne me suis pas sentie triomphante, juste sereine. Cette conversation n'avait pas porté sur la victoire. Elle avait pour but de lui faire comprendre que les règles avaient changé, et qu'aucun charme ni aucune pression ne les changerait. Je savais que ce n'était pas la fin. C'était plutôt le milieu d'une bataille que je n'avais pas planifiée, mais que j'étais maintenant prête à mener. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de tenir le coup. Lundi matin, les rumeurs familiales allaient bon train.
Je l'ai appris lorsque ma vieille amie Janet m'a appelé, la voix imprégnée d'un mélange d'inquiétude et de curiosité à peine dissimulée. Seul un ami de longue date peut s'en tirer. Marianne, je viens de croiser ta cousine Ruth au marché, dit-elle sans préambule. Elle me dit que Daniel et Lorraine racontent à tout le monde que tu as perdu votre humeur et les coupé à cause d'un malentendu. J'ai laissé échapper un rire sec. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est la version polie, a répondu Janet. Ruth a laissé entendre qu'il donne l'impression que tu es irrationnel. Que tu n'es, je cite, plus toi-même ces derniers temps. J'ai secoué la tête, même si elle ne le voyait pas. Non, Janet, je suis plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Sa voix s'est adoucie. Je m'en doutais. J'ai dit à Ruth qu'elle serait bien avisée de garder ses opinions pour elle, à moins qu'elle ne connaisse toute l'histoire. Mais tu sais comment fonctionnent les ragots de famille. Ils vont transformer ça en quelque chose que ce n'est pas. J'y compte bien. J'ai dit que ça les inciterait à parler et à rester loin de chez moi, au moins pour un petit moment. Nous avons discuté un peu plus longtemps et, après avoir raccroché, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle ils avaient changé de récit. C'était presque impressionnant. En moins d'une semaine, j'étais passée de matriarche généreuse à méchante sans cœur, selon leur version des faits. Plus tard dans la journée, je suis passée à l'épicerie. Au rayon fruits et légumes, j'ai aperçu Patricia, la sœur de Lorraine. Nous n'avions jamais été proches, mais elle avait toujours été polie. Aujourd'hui, cependant, son accueil était froid, son sourire ténu. J'ai entendu dire que tu faisais des vagues, dit-elle en prenant un sac de pommes dans le présentoir. On pourrait dire ça comme ça, répondis-je. Elle haussa légèrement les épaules. Les drames familiaux ne me regardent pas, mais tu sais à quoi ça ressemble quand on coupe l'herbe sous le pied de son propre fils. Je soutins son regard d'un air neutre. Si tu juges Patricia, juge au moins l'ensemble, pas seulement le cadre qu'on t'a tendu. Elle n'avait plus grand-chose à dire après ça. Quand je suis rentrée, j'avais un message de Claire sur mon téléphone. Grand-mère, les gens parlent. Maman donne l'impression que tu as fait une crise. Je sais que ce n'est pas vrai, mais je te préviens. Je me suis assise et j'ai répondu. Laisse-les parler, ma chérie. La vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. La réponse de Claire est arrivée presque instantanément. Pourtant, je suis fière de toi. Ça ce soir-là, Janet est arrivée avec une tarte. Aux myrtilles, ma préférée. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine comme des centaines de fois auparavant. Alors, dit-elle entre deux bouchées, quel est ton plan s'il continue à essayer de déformer l'histoire? Je n'ai pas besoin de plan, dis-je. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les personnes importantes connaîtront la vérité ou prendront le temps de la trouver. Le reste, eh bien, leurs opinions ne sont plus mon problème. Janet m'a observé un instant. Tu as l'air plus légère. Je le suis, ai-je admis. Tu sais ce que ça fait de cesser d'attendre la gratitude de quelqu'un? De réaliser enfin qu'on n'a pas besoin de son approbation pour respirer? Elle a souri. Ça me semble être la liberté. Nous avons passé l'heure suivante à parler de choses ordinaires. La météo, le jardin, le dernier roman policier qu'elle lisait. Et au cours de cette conversation normale, j'ai senti le nœud qui me serrait la poitrine se desserrer un peu. Je savais que les rumeurs continueraient. Je savais qu'il y aurait d'autres tentatives pour me réparer, d'autres réconciliations timides qui visaient en réalité à retrouver ce que j'avais pris. Mais je savais aussi que j'avais franchi une ligne que je ne franchirais jamais. Laissons-les parler. Laissons-les spéculer. Je vivais enfin selon mes propres conditions, et j'avais bien l'intention que cela reste ainsi. En milieu de semaine, les murmures s'étaient transformés en petites tempêtes qui déferlaient sur l'arbre généalogique. On les sentait presque prendre de l'ampleur, tourner autour de moi sans jamais se poser directement. Cette façon dont les gens parlent quand ils veulent que vous les entendiez, mais n'ont pas le courage de vous le dire en face. Tout a commencé à la poste.
Je faisais la queue pour envoyer un colis à Claire, une petite boîte de livres qui, je pensais, lui plairait, quand j'ai remarqué une femme à quelques pas devant moi qui se tournait vers moi. C'était une cousine par alliance de Daniel, cependant. Je ne me souvenais plus de son nom. Elle murmura quelque chose à l'homme à côté d'elle, et ils me lancèrent tous les deux ce regard, un mélange de pitié et de jugement. Plus tard, à la quincaillerie, je croisai Henri, un vieux voisin qui avait autrefois emprunté mon échelle et l'avait gardée pendant 6 mois. Il me fit un demi-sourire. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes au paradis, dit-il, comme s'il attendait que je confirme un détail croustillant. Il n'y a pas de problème, répondis-je en cherchant les ampoules dont j'avais besoin. C'est juste moi qui utilise enfin ma propre porte d'entrée, au lieu de laisser tout le monde entrer sans frapper. Il rit maladroitement, ne sachant visiblement pas si je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Mais le signe le plus évident des rumeurs survint ce soir-là, lorsque Claire appela. Sa voix était basse, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'entende. « Grand-mère, dit-elle. Maman étudie à tout le monde que tu as changé. Que tu es paranoïaque et que tu prends des décisions que tu regretteras. Elle a même insinué. Tu n'as peut-être pas les idées claires. » J'ai poussé un long soupir. « Et tu y crois, Claire ? » « Bien sûr que non, » a-t-elle répondu rapidement. « Je déteste entendre ça. Il donne l'impression que tu as perdu la tête. C'est ce que les gens disent quand ils ne peuvent plus te contrôler, lui ai-je dit. Si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, tu n'es pas toi-même. » Il y a eu un silence au bout du fil. J'aimerais pouvoir leur dire d'arrêter. « Tu n'as pas besoin de me défendre, dis-je. Doucement. Tu connais la vérité. C'est suffisant. Pourtant, j'en ai ressenti la douleur après avoir raccroché. Non pas que je doutais de moi, mais parce que je voyais la stratégie très clairement. S'ils ne parvenaient pas à me culpabiliser pour me faire obéir, ils essaieraient de me discréditer. Le lendemain, Janet et moi sommes allés nous promener dans le parc. L'air était frais, les feuilles commençaient à changer de couleur. « Ils te font passer pour une sorte de méchante, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle. Sans me regarder. Oui, répondis-je. Mais j'ai arrêté de m'en soucier. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Je dois juste vivre comme je sais que c'est juste. Janet sourit faiblement. Tu as toujours été têtue, Marianne, mais maintenant c'est différent. Tu restes calme. Je crois que c'est ce qui les perturbe, ai-je admis. Je ne crie pas. Je ne supplie pas. J'en ai juste marre. Et c'est plus difficile à combattre que la colère. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner tranquille. Poulet rôti, légumes vapeur, rien de spécial. Et je l'ai mangé près de la fenêtre de la cuisine pendant que le soleil se couchait. Pour la première fois depuis des années, je ne consultais pas mon téléphone pendant les repas, attendant une demande familiale urgente. Le silence était paisible. Le genre de silence qui vous indique que vous avez fait le bon choix, même si la route sera semée d'embûches. En rinçant mon assiette, j'ai repensé à ce que disait ma grand-mère. Si tu arrêtes de nourrir les chats errants, ne sois pas surpris s'ils commencent à te siffler dessus. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la vérité. Et maintenant, je le comprenais mieux que jamais. Ils pouvaient siffler autant qu'ils voulaient. Je n'allais pas remettre la soucoupe en place. La réunion de famille est arrivée plus tôt que prévu. C'est Claire qui m'a prévenu. Elle m'a envoyé un petit texto vendredi matin. Grand-mère, maman prévoit de recevoir tout le monde dimanche pour mettre les choses au clair. Elle dit que c'est pour arranger les choses, mais c'est surtout une question d'argent. Sois prête. J'ai souri à l'écran. Prête ? Je l'étais depuis le soir de ce dîner. Quand dimanche est arrivé, je n'ai pas bougé. J'ai porté ce qui me mettait à l'aise. Un pantalon en laine douce, un pull couleur crème et le collier que Georges m'avait offert pour notre 25e anniversaire.
S'il devait me confronter, il pourrait le faire en regardant une femme qui se tenait avec dignité. Le salon de Lorraine était déjà plein quand je suis entré. Daniel était assis, raide, dans un fauteuil, les bras croisés. Lorraine était sur le canapé, entourée de sa sœur Patricia et de 2 cousins de Daniel. Claire était assise près du coin, son regard croisant le mien avec un avertissement silencieux. « Ne bouge pas. » Marianne, commença Lorraine en désignant une chaise vide. Nous sommes ravis que tu aies pu venir. Nous pensons qu'il est important d'avoir une discussion ouverte et honnête sur ce qui se passe. Je m'assis, les mains jointes sur mes genoux. D'accord. Daniel s'éclaircit la gorge. Maman, nous sommes inquiets. Les changements que tu as faits, les transferts, le testament. Tout. Il semble extrême. Nous voulons juste comprendre pourquoi tu fais ça. Tu veux comprendre? Dis-je calmement. D'accord. Pendant des années, j'ai donné de l'argent, du temps, de l'aide sans me plaindre, sans condition. Et au fil des ans, j'ai reçu de moins en moins de respect. C'est terminé maintenant. Patricia se pencha en avant. Je suis sûre que personne n'avait l'intention de te faire ressentir ça. Patricia, l'interrompis-je. Qu'il le veuille ou non, ça ne change rien à la réalité. Les intentions n'effacent pas les actes. La voix de Lorraine était posée, mais je pouvais entendre la tension. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Oui, dis-je. Les familles s'entraident. Pas seulement une personne qui aide tout le monde tout en étant traitée comme un fardeau alors qu'elle n'a plus rien à donner. Daniel soupira comme si j'étais déraisonnable. Maman, tu vas créer une rupture irréparable. Il y a déjà une rupture, répondis-je. La seule différence, c'est que je ne fais plus semblant qu'elle n'est plus là. La pièce resta silencieuse un instant. Claire baissa les yeux sur ses mains, cachant un petit sourire. Lorraine tenta une dernière approche. Si c'est à cause de ce commentaire au dîner. Ce n'est pas une question d'un seul commentaire, ai-je dit. C'est à cause d'années de commentaires, d'années d'attente, d'années où on m'a tenu pour acquis. Et il s'agit de ma décision. De ne pas vivre le reste de ma vie de cette façon. L'un des cousins a murmuré quelque chose. À voix basse. Je n'ai pas pris la peine de leur demander de répéter. J'en avais assez entendu. Je ne suis pas venu ici pour négocier. Ai-je dit en me levant. Je suis venu pour dire clairement que mes décisions sont définitives. Mes finances m'appartiennent. Ma volonté m'appartient. Et mes limites m'appartiennent. Rien de tout cela n'est sujet à discussion. La voix de Daniel s'est durcie. Alors, c'est fini. Vous nous excluez, tout simplement. Je me suis débarrassé du comportement qui me saignait à blanc. J'ai dit, si cela signifie que certaines personnes me voient moins, tant pis. Je me suis retourné pour partir, croisant le regard de Claire. Elle m'a adressé un léger hochement de tête, le visage dissimulé. Alors que j'atteignais la porte, la voix de Lorraine me suivit, sèche. Tu fais une grave erreur, Marianne. Un jour, tu le regretteras. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée. Non, ai-je dit doucement. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps. Puis je suis sortie dans l'air frais de l'après-midi, sentant le poids de cette pièce s'évaporer à chaque pas vers ma voiture. Ils voulaient une réunion pour me remettre dans le droit chemin. Au lieu de cela, ils avaient obtenu une réponse claire. J'étais déjà partie. La réunion du dimanche avait laissé des traces. Pas le genre de choses qui vous rongent par la culpabilité ou le doute, mais le genre qui vous rappelle exactement pourquoi vous avez pris votre décision. Lundi matin, je me suis réveillée dans une maison inhabituellement lumineuse. Le silence était total, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du léger bruissement de l'érable devant la fenêtre de ma chambre. J'ai préparé du café, beurré une tranche de pain grillé et réalisé que, pour la première fois depuis des années,
je n'avais pas besoin de consulter mon agenda pour savoir quelle course je devais faire. En milieu de matinée, je me suis rendue au centre communautaire pour mon service bénévole à la bibliothèque. Je triais des livres et aidais un homme d'un certain âge à trouver un exemplaire en gros caractères de son roman policier préféré. C'était un travail simple et satisfaisant. Et pas une seule fois, je n'ai eu l'impression que quelqu'un attendait que j'ai fini pour demander quelque chose. Janet est passée vers la fin de mon service. J'ai entendu parler de votre grande confrontation de dimanche, dit-elle avec un sourire. La version des faits de Patricia donnait l'impression que vous étiez sorti en trombe, les oreilles en feu. J'ai gloussé. Si se lever et dire la vérité compte comme une agression, alors oui, je suppose que je l'étais. Vous n'êtes pas ébranlé. Même pas un peu, ai-je dit. Je leur ai dit que mes décisions étaient définitives. Qu'ils me croient ou non ne me regarde pas. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une petite enveloppe coincée dans ma boîte aux lettres. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit de l'écriture familière de Claire. Fier de vous. Ne vous laissez pas abattre. À bientôt pour le dîner. Je vous invite. J'ai souri si largement que j'en ai eu mal aux joues. Ce n'était pas l'argent, cependant. Je savais que dîner à ses frais signifierait probablement un café modeste. C'était l'intention. Elle comprenait que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de respect de soi. Ce soir-là, je me suis offert un long bain, le genre de bain où l'on laisse l'eau tiédir avant de sortir. J'ai enfilé un pyjama propre, préparé une tasse de tisane à la camomille et me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Le téléphone a sonné 2 fois. Daniel les 2 fois. J'ai laissé tomber la messagerie. Je n'ai même pas pris la peine d'écouter. J'avais appris que tous les appels ne méritaient pas de réponse et que toutes les crises n'étaient pas à moi. Plus tard, j'ai écrit dans mon journal ce que je n'avais pas fait depuis des années. Le premier jour sans excuse. Le premier jour où je me suis choisi en premier. J'ai été frappé par le sentiment étrange que cela me faisait de me considérer sans d'abord mesurer ce que quelqu'un d'autre attendait de moi. Quand je suis enfin allé me coucher, je suis resté allongé là, à penser à la façon dont il pourrait réessayer. Une autre rencontre, d'autres ragots, peut-être même une proposition de paix destinée à me replonger dans les mêmes vieux schémas. Mais j'ai aussi pensé à une chose que ma grand-mère disait. Une fois que vous avez verrouillé votre porte, peu importe combien de fois quelqu'un frappe, vous pouvez choisir de l'ouvrir ou non. Et ma porte, pour l'instant, restait fermée. Une semaine s'est écoulée après la réunion du dimanche. Et la tempête a finalement commencé à perdre un peu de sa force. Le téléphone sonnait encore tous les 2 jours, mais la fréquence diminuait. Les SMS de Daniel étaient passés de « on doit parler » à « on peut réessayer ». Et enfin au silence. Lorraine n'était pas passée en personne depuis ce matin-là dans mon allée, et j'en étais reconnaissante. Claire est venue le samedi après-midi. Elle est entrée sans frapper, portant un sac en papier qui sentait la cannelle. « De cette boulangerie que tu aimes », a-t-elle dit en sortant 2 chaussons aux pommes encore chauds. Nous les avons mangés à la table de la cuisine, la pâte feuilletée dispersant des miettes entre nous. Elle m'a parlé de ses cours, de ses projets pour l'université et du petit boulot qu'elle venait de décrocher à la librairie. Ils ne sont pas contents de moi, a-t-elle admis. Après un moment, pour ne pas avoir pris parti. Mais je leur ai dit que je prenais parti. Le tien. J'ai tendu la main par-dessus la table et lui ai serré la main. Je ne te demande pas de choisir entre nous, Claire. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Je sais, a-t-elle dit. Mais tu es la seule à me traiter comme si je pouvais penser par moi-même. Et je n'aime pas la façon dont ils parlent de toi. Les gens parlent, ai-je dit. Ils ont toujours parlé. L'important, c'est que tu saches la vérité, et que je connaisse la vérité. Ça me suffit. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas son regard. Je voyais le poids qu'elle portait. La tension entre sa loyauté envers ses parents et son respect pour sa grand-mère.
Je ne voulais pas qu'elle le porte éternellement. Après son départ, je me suis promenée dans le jardin. Les rosiers que j'avais plantés au printemps dernier tenaient bon. Quelques fleurs tenaces profitaient encore des dernières chaleurs de la saison. J'ai pensé à tout le travail qu'il fallait fournir pour les maintenir en vie. Tailler, arroser, surveiller les signes de maladie, et les soins qui devaient être constants, et pas seulement quand c'était pratique. C'était aussi le propre des relations. Sans soins constants, elles se fanaient, et il fallait parfois couper les branches mortes pour que la plante puisse respirer à nouveau. Le lundi suivant, une lettre de Daniel arriva. Ni un email, ni un SMS. Une lettre de sa main, soigneusement pliée dans une simple enveloppe blanche. Maman, commençait-elle. Je suis désolée. Je vois bien maintenant qu'on t'a trop pris sans rien donner en retour. Je ne vais pas prétendre comprendre tout ce que tu ressens. Mais je veux essayer. Si tu veux bien. J'aimerais venir te voir. Juste moi, sans Lorraine. Et discuter. Pas d'argent, pas de demande. Juste une conversation. Je l'ai lu 2 fois. Il n'y avait aucune garantie. Ce n'était pas juste une autre tactique. Mais il y avait aussi une part de moi. Celle qui se souvenait encore de l'avoir bercé. Bébé et qui voulait croire qu'il était sincère. 2 jours plus tard, il est revenu. Il n'avait pas l'air réservé que j'avais si souvent vu ces dernières années. Il avait juste l'air fatigué. J'ai réfléchi, dit-il en s'asseyant à la table, à tout ce que tu as fait pour nous et au peu que nous avons fait pour toi. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies tous les mauvais moments, mais je ne veux pas que le reste de notre vie ensemble soit défini par eux. Je l'écoutais sans l'interrompre. Quand il eut fini, je dis, Daniel, je suis prête à avoir une relation avec toi, mais à des conditions différentes. Mes limites ne disparaîtront pas, car nous sommes de sang commun. Si tu les respectes, nous pourrons avancer. Sinon, nous garderons nos distances. Il acquiesça lentement. Je peux essayer. Essayer, c'est un début, dis-je. Nous avons parlé pendant 1 heure de son travail, des enfants, et même un peu de Georges. Il n'y avait aucune demande, aucune allusion voilée, juste des mots, hésitants mais honnêtes. Lorsqu'il partit, je restai à la fenêtre et le regardai s'éloigner. Je ne savais pas si ce changement durerait, mais je savais une chose, j'avais repris ma place dans ma vie. Et tandis que je retournais au calme de mon foyer, je repensais à toutes ces années passées à attendre la permission de me défendre. Maintenant, je n'attendais plus. Je restais debout. Et j'avais bien l'intention de le rester pour les années qui me restaient. Si vous lisez ceci et que vous vivez dans l'ombre des attentes des autres, en attendant qu'ils vous apprécient, qu'ils vous rendent la dignité qu'ils ont reniée, arrêtez d'attendre. Avancez. C'est votre vie. Vivez-la comme vous le souhaitez.